Pourquoi tout l'équipage de la première classe a-t-il été licencié? L'expérience vécue ce jour-là par un Français ne saurait être qualifiée de simple désagrément. Il n'était pas seulement un passager de première classe, mais aussi un entrepreneur français d'une grande intégrité. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme confronté à la discrimination durant un vol. Je m'appelle Jean-Pierre Dubois, fondateur et PDG de Terroir d'Avenir Numérique, une entreprise spécialisée dans la promotion du patrimoine gastronomique traditionnel français à travers une plateforme numérique mondiale. Ce jour-là, à 4 heures du matin, le sommeil me fuyait. Une présentation cruciale à Nice m'attendait, et j'étais partagé entre l'anxiété et l'excitation. Notre entreprise, Terroir d'Avenir Numérique, s'apprêtait à lancer sur le marché de la Côte d'Azur une nouvelle plateforme d'expérience gastronomique numérique. Ce système, basé sur l'analyse de données massives, permet de cerner les préférences gustatives des consommateurs pour créer des parcours d'apprentissage personnalisés sur l'art de la dégustation. Je vérifiais encore et encore mes documents, anticipant les questions potentielles et répétant mentalement mes réponses. Ces journées importantes sont toujours un mélange de tension et d'attente. J'attendais paisiblement le lever du jour, le cœur rempli d'espoir pour ce voyage sur la Côte d'Azur. À l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, même à l'aube, l'agitation était palpable. J'aurais pu prendre un vol d'une compagnie nationale, mais mon emploi du temps serré m'a finalement fait opter pour la première classe d'un vol intérieur d'Air France. L'embarquement a commencé et je me suis installé à ma place, le 2 ampères, près du hublot. Le siège à côté de moi était vide. Je me suis dit que je pourrais enfin organiser mes pensées avant cette réunion capitale. Je portais un costume gris, une chemise blanche, sans cravate, mon style habituel, un compromis entre confort et formalité. J'ai sorti ma tablette pour parcourir une dernière fois mes notes, cherchant à apaiser mon esprit. L'avion se remplissait progressivement de passagers divers. La plupart semblaient être, comme moi, en voyage d'affaires. Certains en costume impeccable, d'autres plus décontractés, en tenue de sport avec des écouteurs. Chacun affairé, en route vers sa propre destination. Une légère odeur de café et l'air si particulier des cabines d'avion flottaient, mais cela m'importait peu, mon esprit était entièrement tourné vers ma réunion à Nice. Le premier moment étrange est arrivé à cet instant. Une hôtesse de l'air, la quarantaine, les cheveux blonds tirés en un chignon impeccable, est passée. Elle a salué chaleureusement les passagers devant moi et à côté de moi. « Bonjour monsieur, un verre d'eau ou un jus d'orange avant le décollage ?» Mais en arrivant à ma hauteur, elle m'a jeté un regard bref, si fugace qu'il était à peine perceptible, puis a continué son chemin comme si je n'existais pas. Presque aucun contact visuel, pas de salut chaleureux, pas de proposition de boisson. Pendant un instant, je suis resté perplexe. Ne m'a-t-elle pas vu? J'étais pourtant certain que nos regards s'étaient brièvement croisés. J'ai tenté de faire comme si de rien n'était, retournant mon attention sur l'écran de ma tablette. Ne t'attarde pas là, dessus, elle est peu, être juste très occupée. Ou peu, être que je regardais vers le bas et qu'elle ne m'a pas remarqué, me suis-je dit pour me rassurer. À ce moment-là, je voulais simplement considérer cela comme un incident mineur. Mais une petite ondulation avait commencé à troubler la surface calme de mon esprit, comme une pierre jetée dans un lac paisible. En diagonale, au rang 2, était assise une vieille dame aux cheveux entièrement blancs. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait de Madame Éléonore Fournier, une magistrate à la retraite de la Cour de cassation. Sur le moment, elle m'a simplement semblé être une grand-mère bienveillante, vêtue d'un tailleur en tweed beige et de chaussures plates confortables, un ouvrage de tricot à la main. Ce que j'ignorais totalement, c'est que cette dame observait attentivement le comportement de l'hôtesse. Elle avait vu, en silence, comment j'avais été ignoré. Plus importante encore, elle avait aussi vu cette même hôtesse adresser un sourire radieux et engager la conversation avec l'homme blanc assis au rang 3, à côté de moi. Madame Fournier n'a rien dit, mais son regard trahissait une certaine perspicacité. C'était cette acuité propre aux personnes ayant traversé d'innombrables épreuves dans la vie. Parfois, les schémas les plus subtils sont plus éloquents que n'importe quel mot. Elle le savait depuis longtemps.
J'ai essayé de me reconcentrer sur ma présentation, simulant dans ma tête les objections et les questions imprévues qui pourraient survenir lors de la réunion, préparant des réponses adaptées. Mais ce sentiment de malaise persistait. Je levais occasionnellement les yeux, scrutant les alentours, mais personne ne m'a spontanément offert un verre d'eau. Seul le ronronnement des moteurs et le cliquetis occasionnel des ceintures de sécurité emplissaient la cabine. Environ 30 minutes plus tard, l'avion s'est élevé en douceur dans le ciel. Après le décollage, le signal des ceintures s'est éteint. Les passagers ont commencé à baisser les stores ou à ajuster leurs oreillers, chacun trouvant une position confortable. J'ai moi-même posé ma tablette et me suis adossé légèrement. Soudain, je me suis souvenu que ce soir-là, à Paris, avait lieu une petite exposition d'art à laquelle ma fille m'avait supplié d'assister. J'avais déjà demandé à ma secrétaire de libérer mon agenda pour l'occasion. Cette fois, je ne dois absolument pas la manquer, me suis-je promis, le regard perdu à travers le hublot. C'est à ce moment-là qu'un autre membre de l'équipage, un steward, a commencé à distribuer les menus aux passagers des rangs 1 à 3. Il a tendu un menu à la personne devant moi et à celle à côté, mais une fois de plus, il m'a sauté, très ostensiblement, comme si j'étais transparent. J'ai froncé les sourcils malgré moi. J'ai senti le regard de Madame Fournier, qui a haussé un sourcil tout en continuant d'observer la scène en silence. Le steward s'adressait alors avec un grand sourire à une passagère du rang 4. « L'omelette crémeuse ou le saumon fumé, madame, que puis-je vous proposer ?» J'attendais. Rien. J'ai fini par tout sauter légèrement, mais le steward n'a même pas tourné la tête. Ensuite, une troisième hôtesse est venue distribuer des serviettes chaudes. Elle a marqué un temps d'arrêt devant mon siège, semblant hésiter, puis a continué vers le rang suivant, comme si de rien n'était. J'ai observé tout le processus en silence, puis j'ai lentement tourné la tête vers le hublot. Mon visage est resté impassible, ma posture droite, mais au fond de moi, quelque chose se glaçait. Ce n'était pas tant le choc qu'un sentiment résigné de « ça y est, ça recommence ». Madame Fournier, elle, observait tout. Son regard suivait chaque instant où j'étais ignoré, sans en manquer un seul. Puis, lentement, elle a sorti son téléphone de son sac, l'a posé discrètement sur ses genoux, l'objectif orienté dans ma direction. À ce moment-là, j'étais loin de me douter que ce qui se passait dans le silence de cet avion allait bientôt secouer l'opinion publique en France et peut être même toucher la conscience du monde entier. Lorsque le service du petit déjeuner a commencé, les lumières de la cabine ont été légèrement tamisées. Je m'attendais déjà à ce qui allait suivre. Ce n'était pas la première fois. Pas dans des circonstances identiques, mais j'avais déjà expérimenté ce rythme d'exclusion silencieuse dans des espaces où ma présence semblait incongrue pour certains. Je ne suis pas du genre à surréagir ou à protester bruyamment. L'expérience m'a appris qu'on y perd souvent plus qu'on y gagne. Mais cela ne signifie pas que je suis naïf. Le visage impassible, j'écoutais le bruit du chariot qui avançait dans l'allée, le son familier des couvercles en plastique et des couverts en métal. L'odeur des œufs brouillés, des croissants chauds et du café frais commençait à emplir la cabine. Les passagers fermaient leurs ordinateurs portables et interrompaient leur conversation, se préparant à manger. J'ai jeté un regard involontaire vers Madame Fournier. Elle avait rangé son téléphone, mais observait maintenant les mouvements de l'équipage avec le regard calme et concentré d'une avocate examinant un dossier. Silencieuse, mais comme si elle voulait tout mémoriser. L'hôtesse principale, la femme blonde qui m'avait ignoré au début, a commencé à servir les repas. Elle a servi les deux côtés du rang 2, puis le rang 3. Elle souriait aux passagers, échangeant parfois une plaisanterie. À un passager du rang 2, elle a même dit « Bon appétit, monsieur », avec un clin d'œil naturel. Finalement, elle est arrivée à ma rangée. Elle est passée devant moi sans la moindre hésitation et s'est adressée directement à l'homme blanc du rang 3. « Le saumon fumé ou l'omelette crémeuse pour vous ?» Cette fois, je ne pouvais plus me taire. Je me suis redressé légèrement et, d'une voix aussi polie et calme que possible, j'ai dit « Excusez-moi, je n'ai même pas reçu de menu. » Non. L'hôtesse s'est enfin tournée vers moi et a répondu d'un ton mécanique et sans émotion « Ah, désolé, il n'y a plus de repas. » Pas d'excuses,
Pas de justification, pas d'explication supplémentaire. Elle s'est immédiatement retournée vers l'homme du rang 3 pour continuer son service. Mais ce monsieur n'est-il pas en train de recevoir son repas? Ai-je demandé en désignant le plateau que l'homme déballait à moins d'1 mètre de moi. Elle n'a pas répondu et a simplement poussé son chariot plus loin. Je me suis adossé à mon siège, le regard fixé sur le hublot, mais je ne voyais rien. Dehors, le ciel était d'un bleu éclatant, mais à l'intérieur, c'était plus tumultueux que n'importe quelle tempête. L'homme du rang 3, un trentenaire avec des écouteurs noirs autour du cou, m'a regardé, l'air embarrassé. « Vous voulez le mien ?» a-t-il proposé. Je ne mange pas vraiment d'œufs. J'ai secoué fermement la tête. Non merci, c'est très aimable, mais ce n'est pas grave. Le silence est retombé sur la cabine. Le téléphone de Madame Fournier était toujours légèrement incliné, l'objectif de la caméra enregistrant discrètement la scène depuis la poche de son manteau. Faisant semblant de regarder par la fenêtre, ses oreilles ne manquaient aucun son de la cabine. Environ 10 minutes plus tard, un autre membre de l'équipage est passé pour vérifier les plateaux vides. C'était un jeune steward, grand, aux cheveux bruns et courts. Voyant ma tablette vide, il s'est arrêté. « Monsieur, vous n'avez pas mangé ?» Sa voix trahissait une réelle confusion. J'ai levé les yeux vers lui et répondu « Non. On m'a dit qu'il n'y avait plus de repas. » Le jeune steward a cligné des yeux, perplexe. « Un instant, je vais vérifier. » Il s'est précipité vers l'office. Quelques minutes plus tard, il est revenu avec un plateau contenant une omelette emballée. Il y avait encore 3 repas de rechange. Je suis vraiment désolé. Il doit y avoir eu un malentendu. Il a posé le plateau délicatement devant moi. J'ai hoché la tête poliment et dit « Merci, mais je n'ai pas touché à la nourriture. Comme cette omelette déjà froide, mon cœur s'était refroidi. » C'est à ce moment que Madame Fournier s'est adressée à moi pour la première fois. Se penchant légèrement, elle a demandé d'une voix très basse « Excusez-moi, puis-je vous poser une question ?» Je me suis tourné vers elle. « Si votre apparence était différente de ce qu'elle est, pensez-vous que vous auriez vécu la même chose ?» Sa question a exprimé à voix haute ce que je pensais tout bas. J'ai soupiré longuement, un sourire amer aux lèvres. Eh bien, c'est probablement la question que je me suis posée un nombre incalculable de fois dans ma vie. Laoji, pendant les 30 minutes qui ont suivi, nous n'avons plus échangé un mot. Mais ce silence n'avait rien de vide. C'était un silence de compréhension mutuelle, de conscience de la situation. Un silence entre des gens qui savent comment une ligne fine nous sépare entre ceux qui sont servis et ceux qui sont ignorés. Un silence de ceux qui comprennent que cette ligne peut facilement se déplacer en fonction de qui regarde. Quelques rangs plus loin, quelqu'un tweetait en mangeant son petit déjeuner. Un autre passager, écouteur sur les oreilles, somnolait tranquillement. Mais au rang 2, un homme en costume gris était assis en silence, à côté d'un repas qu'il n'avait ni demandé ni mangé. Mais la véritable histoire ne faisait que commencer. La vidéo, enregistrée en silence sur le téléphone de Madame Fournier, allait bientôt mettre beaucoup de gens très mal à l'aise. Lorsque le commandant de bord a annoncé l'approche de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, l'équipage est repassé en mode automatique. Sourire, service d'eau, débarrassage des plateaux. Personne n'a fait la moindre allusion à ce qui s'était passé à mon siège. Je n'avais pas touché à l'omelette. Pendant le reste du vol, j'ai relu un rapport sur l'expansion de nos activités à l'étranger sur ma tablette, moins pour me concentrer que pour regarder au-delà de cette cabine remplie de politesses forcées et de frontières invisibles. Madame Fournier avait arrêté de faire semblant de tricoter. Elle observait tout, calmement et attentivement. Son téléphone était maintenant posé écran vers le bas sur ses genoux, mais elle avait déjà capturé tout ce qui était nécessaire. La vidéo durait exactement 4 minutes et 12 secondes. On y voyait ma question sur la raison pour laquelle j'avais été ignoré, la froideur de la réponse de l'hôtesse principale et l'expression calme mais pesante qui s'était installée sur mon visage. Tout était enregistré. Elle n'avait pas encore décidé si elle allait utiliser cette vidéo, mais une chose était sûre, si elle n'avait pas filmé ce moment, personne n'aurait cru qu'une telle chose avait pu se produire. L'avion a roulé lentement vers la porte d'embarquement. Les passagers se sont levés, se sont étirés, ont vérifié leur téléphone, ont pris leur veste. L'ambiance avait changé, les esprits étaient déjà tournés vers la prochaine destination.
J'ai regardé droit devant moi, attendant que les portes s'ouvrent, la posture droite, les mains posées sur mes genoux. Je n'avais pas l'air en colère, juste profondément là. Les passagers de première classe ont débarqué rapidement, la plupart étant des voyageurs d'affaires pressés. Je me suis levé, j'ai pris ma mallette dans le compartiment supérieur, puis j'ai adressé un léger hochement de tête à Madame Fournier. « Passez une excellente journée. »« Vous aussi » a-t-elle répondu, avant d'ajouter « Ne laissez pas passer ça. » Je me suis arrêté et les regardé. « Comptez sur moi. » Une fois sorti de la passerelle, je n'ai pas pressé le pas. J'ai marché d'un pas régulier vers le hall, rempli de l'agitation matinale. J'ai trouvé un coin tranquille près d'une station de recharge. J'ai ouvert mon ordinateur portable et, 15 minutes plus tard, j'ai déposé une plainte officielle via la plateforme numérique de la compagnie aérienne. D'une manière très mesurée et non émotionnelle, sans exagération ni spéculation, j'ai clairement résumé les faits. Numéro de vol, heure, nom des membres d'équipage dont je me souvenais, et la phrase exacte de l'hôtesse disant que les repas étaient épuisés. J'ai cliqué sur « Envoyer ». L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais Madame Fournier avait d'autres projets. Assise sur un banc du terminal, sirotant un café de son thermos, elle réfléchissait à la suite. Bien qu'elle n'ait pas consulté les réseaux sociaux depuis des semaines, le poids de ce qu'elle avait vu l'empêchait de l'ignorer. Elle a sorti son téléphone, a fait un montage rapide de la vidéo et a écrit quelques lignes. Un passager de première classe sur un vol Air France, d'origine nord-africaine, a été sciemment ignoré lors du service. À sa question, on lui a répondu qu'il n'y avait plus de repas alors que son voisin était servi. J'ai filmé la scène. Jugez par vous-même. Elle a posté la vidéo. Le temps que son Uber arrive pour la conduire chez sa fille à Cannes, la vidéo avait déjà été partagée près de 1000 fois. 3 heures plus tard, plus de 20 000 fois. Avant midi, un grand média d'information a repéré la vidéo. Sans même l'appeler, ils l'ont diffusée avec une capture d'écran de mon visage flouté et ce titre « Un PDG français victime de discrimination présumée sur un vol Air France ». Le mot « présumé » la dérangeait. Elle avait des preuves et avait été témoin. Pendant ce temps, j'étais dans une salle de réunion du centre-ville de Nice, présentant mon projet à des cadres. Ils ignoraient totalement que ma matinée avait commencé par une telle injustice silencieuse. J'ai gardé un ton calme, ma présentation était concise et je n'avais encore rien dit sur l'incident. Mais quand ma secrétaire s'est approchée et m'a murmuré à l'oreille « Monsieur Dubois, c'est la folie sur Twitter en ce moment », j'ai simplement cligné des yeux, sans réagir. Plus tard, dans les toilettes, j'ai regardé la vidéo en silence. Ma mâchoire ne s'est pas crispée, mais mes yeux racontaient une autre histoire. Le silence n'est efficace que jusqu'à ce que le monde ne puisse plus ignorer certaines voix. Et maintenant, le monde regardait cette vidéo. À 14h45, l'histoire avait dépassé Twitter. Une chaîne d'information régionale de la Côte d'Azur a couvert l'incident dans son journal de la journée. Un homme d'affaires affirme avoir été victime de discrimination raciale sur un vol, a déclaré le présentateur d'une voix neutre. Dans un coin de l'écran, la vidéo tournait en boucle. Mon nom n'était pas mentionné, probablement parce que je n'avais fait aucune déclaration. Mais quiconque me connaissait un peu pouvait reconnaître l'homme dans la vidéo. En moins d'une heure, mon nom a commencé à apparaître dans les tendances. Chez sa fille à Cannes, le téléphone de Madame Fournier s'allumait toutes les quelques secondes. Un ancien camarade de la faculté de droit lui a envoyé un SMS. « C'est vrai ça ?» Un autre ami a demandé « Pourquoi poster un truc pareil ?» Le message qui l'a le plus touché était simple « Merci ». Elle n'a répondu à personne, se contentant d'observer la situation. Sa fille, Nathalie, a passé la tête par la porte. « Maman, ça ne va pas devenir trop grave ?» Sans lever les yeux, Éléonore a répondu « C'est déjà grave, ma chérie ». Pendant ce temps, au 22 étage d'une tour de verre du quartier des affaires de Nice, je participais à une réunion du conseil d'administration comme si de rien n'était. Mais chaque fois que je vérifiais mon téléphone, les notifications affluaient. Certains tweets étaient favorables. Le calme de cet homme est plus puissant que n'importe quel cri de colère. L'incarnation de la dignité sous pression. C'est pour ça que la représentation est importante. D'autres réactions étaient moins amènes. Bizarrement, il y a toujours une caméra quand quelqu'un veut jouer à la victime. C'était peu,
être juste un malentendu. Tout n'est pas du racisme. Je faisais défiler les commentaires sans expression. Rien de tout cela ne me surprenait. Au siège d'Air France, l'équipe de communication était en état d'urgence. La directrice des relations publiques, Mélissa Granger, se tenait au milieu d'une salle de réunion bondée, un téléphone dans une main, un bloc-notes dans l'autre. Il nous faut une déclaration dans l'heure. Les membres de l'équipage concerné ont-ils été identifiés ? Demanda quelqu'un. On y travaille. Faut-il contacter le passager ? Mélissa secoua la tête. Pas avant d'avoir l'avis du service juridique. Pour l'instant, on se contente de dire qu'on est au courant et qu'on enquête. C'est tout. À 15h12, la compagnie aérienne a publié un bref message sur toutes ses plateformes. Nous avons pris connaissance d'une vidéo circulant récemment concernant un de nos vols. Nous menons une enquête active sur la situation. Air France ne tolère aucune forme de discrimination et s'engage à traiter tous ses passagers avec dignité et respect. Yes, cool. Mais cela n'a pas suffi. Les commentaires ont afflué à la seconde. Ne tolère pas ? C'est pourtant exactement ce que vous avez fait. Le problème, ce n'est pas quelques mauvais employés. C'est une question de savoir qui on croit et qui on ignore. Où sont les excuses ? À 10 à 7 heures, 3 anciens employés d'Air France ont posté anonymement sur un forum. Ils affirmaient avoir été témoins de comportements similaires sur d'autres vols. L'un d'eux a écrit « On suggère souvent au PNC de première classe de gérer l'ambiance de la cabine. En d'autres termes, de privilégier certains clients et d'en ignorer d'autres. L'histoire n'était plus seulement la mienne, elle devenait celle de tout le monde. Les journalistes appelaient sans cesse la ligne presse de la compagnie. Des producteurs de grandes chaînes de télévision contactaient Madame Fournier par message LinkedIn. On lui a proposé de l'emmener à Paris dès le lendemain matin, mais elle a refusé. Elle ne cherchait pas l'attention. Elle savait que ce qu'elle avait vu n'était pas un événement majeur ou une violence flagrante, mais c'était un de ces moments silencieux, subtils mais indéniables, qui révèlent tant. Elle voulait que les gens comprennent à quel point ce genre de négligence et d'exclusion, lorsqu'il est répété, peut être profondément blessant. À 18h47, une femme qui était assise 2 rangs derrière moi a commenté la vidéo. « J'étais dans cet avion. J'ai vu ce qui s'est passé. Je n'ai rien dit sur le moment, mais j'aurais dû. En voyant cette vidéo, j'ai la nausée. À partir de là, la situation a basculé. Le lendemain matin, j'ai reçu un email officiel d'Air France. L'objet était « Concernant votre plainte, vol AF 2237 ». J'ai ouvert le message. Il était bref, les mots choisis avec soin, le ton froid et extrêmement formel. Nous vous remercions de nous avoir informés de cet incident. Après examen des informations pertinentes et entretien avec le personnel concerné, nous avons pris les mesures internes appropriées. Le personnel en question a été immédiatement suspendu. Pas de nom, pas d'excuses directes, pas de véritable reconnaissance de faute, mais le message était clair. J'ai fermé l'email et repoussé mon ordinateur portable. Par la fenêtre de mon hôtel, la ligne d'horizon de Nice commençait à se dessiner dans la lumière de l'aube. Ce n'est que lorsqu'un producteur d'une émission d'information nationale a appelé ma secrétaire pour obtenir un commentaire que j'ai appris le nom complet de Madame Fournier et son statut de magistrate à la retraite. Elle était passée à la télévision ce matin-là. Pas de déclaration grandiloquente, juste un récit sobre de la vérité. Je ne savais pas qui était ce monsieur. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu. La vidéo de son interview a atteint des millions de vues en quelques heures. Le contraste entre sa dignité tranquille et la réponse prudente de la compagnie aérienne était palpable. Le soir même, Air France a publié une nouvelle déclaration. Suite à une enquête interne approfondie, la compagnie a décidé de licencier le personnel impliqué dans l'incident du vol AF 2237. Nous regrettons profondément l'expérience vécue par l'un de nos passagers et l'avons contacté directement pour présenter nos excuses. Le ton avait changé, moins formel, plus urgent. Toujours pas de nom, mais cette fois, le résultat était sans équivoque. Tout l'équipage de la cabine avant avait été licencié. Les titres des journaux ont suivi rapidement. Équipage d'Air France licencié après un incident de discrimination. Un passager, sans dire un mot,
fait trembler une compagnie aérienne. Ce jour-là, j'ai reçu des dizaines d'appels, collègues, partenaires et même quelques membres du conseil d'administration. Ils avaient vu la vidéo, savaient que l'homme était moi et l'admettaient honnêtement. L'un d'eux a dit « Vous avez géré ça avec une classe incroyable ». J'ai simplement hoché la tête. Je ne me sentais pas classe, juste fatigué. Je n'avais rien fait de spécial. Pas de protestation, pas de cris, même pas de réponse publique. J'étais juste assis là, en silence. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout le pays en parlait. 2 jours plus tard, j'étais sur scène au Centre des Congrès de Lyon. C'était le sommet de la gastronomie numérique 2025, un lieu où des mots comme efficacité, force, logistique et innovation circulaient comme de la monnaie. Je n'avais absolument pas l'intention de mentionner l'incident. Mon discours portait sur les stratégies du commerce transnational des produits du terroir. Mais l'ambiance dans la salle était différente. Tout le monde savait, tout le monde avait vu la vidéo. J'ai ajusté le micro. J'aimerais commencer par aborder un sujet légèrement différent de celui prévu. Quelques rires étouffés, mais la plupart étaient silencieux. Je parlerai de stratégie commerciale plus tard. J'ai fait une pause. On m'a demandé de parler de ce qui s'est passé dans l'avion, pas à cause de ce que j'ai dit, mais parce que les gens ont vu. Et maintenant, il semble qu'ils veuillent savoir ce que je ressens. Eh bien, je ne suis pas surpris, c'est la vérité. J'aimerais pouvoir dire que j'ai été surpris. Mais quiconque a dû constamment prouver sa légitimité dans des espaces où il est déjà censé être, sait exactement de quoi je parle. Le silence dans la salle était profond. Personne ne regardait son téléphone. Ce n'est pas ma voix qui a porté, ni aucune revendication. J'ai simplement posé une question et obtenu une réponse. Ce qui est important, c'est que quelqu'un d'autre a vu. Quelqu'un qui n'avait aucune raison de parler a vu et a agi. Quelques regards se sont tournés vers Madame Fournier, assise au 4e rang. Les organisateurs l'avaient invitée à la dernière minute. Vous voulez savoir pourquoi cette vidéo a touché une corde sensible? Et je continuais. Parce que les gens ont vu quelqu'un être traité comme s'il était insignifiant, et ils ont reconnu cette situation. Peu être l'ont-ils vécu eux-mêmes. Peu ont-ils détourné le regard par le passé. Peu ont-ils reconnu en eux une réaction qu'ils préféreraient ne pas admettre. Ma voix était calme et mesurée. Il n'a jamais été question d'un repas. Arrêtons de faire semblant. Il s'agit de la rapidité avec laquelle les gens décident qui méritent le respect, qui mérite l'attention, qui mérite le bénéfice du doute. Ce que j'ai appris, c'est que le plus difficile n'est pas de gagner sa place, c'est de garder son calme quand les gens agissent comme si vous ne l'aviez pas encore gagné. On apprend à sourire, à hocher la tête, à continuer son travail, ne pas faire de vagues, ne pas mettre les gens mal à l'aise. J'ai pris une profonde inspiration. Mais si ce confort est précisément une partie du problème, la salle était toujours silencieuse, non pas figée, mais attentive. Écoutez, je ne suis ici pour accuser personne. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux que les gens se concentrent non pas sur la vidéo, mais sur le moment. Parce que ces moments se produisent tous les jours, dans les salles de réunion, les halles d'entrée, les salles de classe, les aéroports. Et la plupart du temps, personne ne filme. Yilao. Je me suis légèrement reculé du micro. Donc, ce n'est pas moi qui suis devenu viral. C'est la vérité qui est devenue virale. Et peut être que c'est de cela dont nous avons le plus besoin. Les applaudissements n'ont pas éclaté immédiatement. Il y a eu un moment de silence, puis une personne a commencé à applaudir, puis une autre. Finalement, la salle s'est remplie d'applaudissements. Pas un son fort et explosif, mais un son régulier, profond et sincère. Madame Fournier n'applaudissait pas. Elle me regardait simplement, les mains posées sur ses genoux. Elle n'en avait pas besoin, elle savait déjà. Après un bref merci, j'ai quitté la scène. Mais alors que le sens de mes paroles résonnait encore dans la salle, une autre histoire avait déjà commencé. Pas celle d'une compagnie aérienne ou de l'indignation, mais celle de 2 personnes, connectées en silence par un moment que personne n'avait souhaité. 3 semaines plus tard, l'attention d'Internet s'était déplacée. Nouveaux titres, nouvelles controverses, nouvelles vidéos virales, le monde fonctionne ainsi. Mais tout le monde n'avait pas oublié. De retour dans mon bureau du centre de Paris, je rattrapais le travail accumulé. Mon assistante m'a appelé via l'interphone.
Il y a une visiteuse pour vous, Madame Éléonore Fournier. Surpris, j'ai levé les yeux de mon ordinateur. Faites-la entrer, s'il vous plaît. Light. Elle est entrée, vêtue d'un manteau en laine gris. Elle ne portait ni sac ni téléphone, seulement sa présence tranquille. Vous n'aviez pas besoin de venir de si loin, ai-je dit en me levant pour lui serrer la main. Je suis à Paris pour voir mes petits-enfants, a-t-elle répondu avec un sourire. J'ai pensé que je devais passer vous saluer en personne. Vous ne me deviez rien. Peut-être, mais je voulais voir où vous travaillez. Je voulais rencontrer l'homme derrière le silence. J'ai expiré, me relaxant dans mon fauteuil. Eh bien, le voici. Des piles de dossiers, du café toujours froid et des réunions sans fin. Madame Fournier a souri. Il y eut un silence confortable. Regrettez-vous d'avoir posté cette vidéo? Ai-je fini par demander. Elle a secoué la tête. Pas une seule seconde. J'ai hoché la tête. Et vous? M'a-t-elle demandé. Regrettez-vous d'être resté silencieux? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je pense que le silence a son propre langage, ai-je dit. Les gens supposent que si vous ne réagissez pas, vous n'êtes pas affecté. Mais le silence est parfois plus fort qu'un cri, surtout quand les gens regardent. Madame Fournier a regardé ses mains. Mon mari vous aurait apprécié, a-t-elle dit doucement. Il disait toujours que la dignité est la dernière chose qu'ils peuvent vous prendre, à moins que vous ne la leur donniez vous-même. J'ai souri à cette phrase. C'est ce que j'ai appris aussi. Nous avons discuté encore un peu, partageant nos histoires, riant de l'absurdité de l'opinion publique. Elle est partie avec un sourire tranquille. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Dehors, le soleil d'hiver projetait de longues ombres sur la ville. J'ai regardé l'écran vide de ma tablette pendant un long moment, puis j'ai ouvert une nouvelle note. En haut, j'ai tapé « Chaque jour, nous avons le choix, détourner le regard ou prêter attention, parler ou rester silencieux. Parfois, les plus grandes vérités sont celles que personne ne prend la peine d'enregistrer. » J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté « Le respect n'est pas une faveur, c'est un point de départ. » J'ai sauvegardé le fichier et fermé l'application. Je me suis adossé à mon fauteuil. Je n'avais rien planifié de tout cela, mais c'était être là l'essentiel. Parfois, les histoires que nous ne choisissons jamais sont celles qui finissent par nous définir le plus. Pas parce qu'elles sont racontées à voix haute, mais parce qu'elles sont vues clairement. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Pas pour les clics ou pour l'indignation, mais simplement pour rappeler à quelqu'un, à n'importe qui, que les moments silencieux comptent, que la façon dont nous nous traitons les uns les autres quand personne ne regarde est le véritable test, et que chacun, quelle que soit sa place, mérite d'être vu et respecté. 105.4 seconds.